Ça va? Allez. Bon. Hop. Et la mairie, elle est où? La mairie, elle est sur la place là-bas. Non, je blague. Et alors, quelles sont les nouvelles? Ah, les nouvelles. Les nouvelles sont pas ici, elles sont à l'autre bout de la terre, en Guadeloupe. Ici, les gens ils se demandent encore s'ils vont faire la grève ou pas. S'ils vont faire? La grève ou pas. Ah bon? Ils ont des doutes? Oui. Leur pouvoir d'achat, c'est tout ce qui compte. Ils ont 130 revendications, je crois, 133, je ne sais plus exactement. Mais en fait, on n'en connaît qu'une. C'est qu'ils demanderaient 200 € de plus. Alors les 132 autres, on ne sait pas. 149 en tout, je crois. Comment? 149 en tout. Ah ouais. Et on vient de recevoir un mail là où un gars expliquait un petit peu ça, quelqu'un qui est étudiant là-bas. Et il me semble qu'il y avait un lien vers un document où il y a toutes les propositions en question. Il serait temps parce que. Mais ça, c'est la couverture des médias, quoi. C'est-à-dire qu'on focalise sur un truc là et puis le reste, on ne sait pas. Les médias sont au service du capitalisme. Il ne faut pas attendre d'eux qui relayent une cause de gauche quelconque. Ouais. Une mouette. C'est parti, mon kiki, 9h29, je suis déjà en retard. Oh là là. Oh. Bon. D'accord. Bal de l'hiver. Alors c'est par ici que ça se passe. Cinéma. Donc c'est un cinéma, c'est ce que je me disais. Transport de fond. C'est peut-être un cinéma. Ce n'est plus un cinéma, c'est ça? Ça l'est toujours un petit peu. Pas à 100%, mais. Ah, si. Hop. C'est bon. Ah, mais c'est ça qui parle du truc avec Ah bon, Elle est belle, Non, c'est fake news. Il y en avait une deuxième version avec le chômage. Ouais. Et je l'ai pas. Et t'en as en rame, celle-là? Celle-là, tu peux prendre, oui. Ah, ouais. Comment ça s'appelle? Patrick Mignard. Ah, c'est toi, Patrick Mignard? Je t'ai écrit et. Vous, là, tu m'as écrit où? Ah, salut! Ça va? Salut. Oui, oui. Je trouvais que la contribution que tu avais envoyée. Qui? Moi. N'importe qui. Ah oui, d'accord. J'ai cru que c'est scientifique. Moi, je la connais, cette photo. Allez, mais voilà, tu as l'affiche. L'affiche. Oui, il faut, hein, parce que c'est sinistre. Vas-y, continue, Thomas. Pardon. Voilà, c'est bien.
Tant mieux, si on peut en mettre une autre, je sais pas. Oui, pour les médias. Ah bon? Il n'y a pas de débat. Alors, Christian, il n'y a pas de débat. Non, bah non, l'inverse. Toi, t'as payé. Je crois qu'il y en a qui sont déjà inscrits. Fanny, tu t'es déjà inscrite toi ou pas? J'avais donné quelques... Il y en a qui viennent de pas très loin, mais il y en a qui viennent de beaucoup plus loin, un peu partout en France. Alors vous connaissez ici, je ne sais si vous connaissez les Cévennes, mais en tout cas, vous en avez entendu parler, et en particulier de l'histoire des luttes des Cévennes. Ce sont des choses qui vous sont connues. Merci Sylvie, si tu veux, je vais mettre là à côté. Donc l'histoire des luttes des Cévennes vous sont connues. Vous savez très bien qu'à partir des Camisards du XVIIIe siècle, ici, se sont dressées toute une série de luttes. Les Camisards qui ont lutté contre les forces de Louis XIV pour leur liberté de culte et leur liberté de conscience. Vous savez aussi ici qu'en Cévennes encore se sont retrouvés des maquisards qui ont peuplé aussi ces Cévennes et se sont opposés aux nazis. Et vous connaissez ces maquis tout à fait particuliers en Cévennes qui, autour du peuple cévenol, ont regroupé des maquis étrangers qui étaient aussi bien des antifascistes allemands que des Espagnols, des républicains espagnols, etc. Voilà, tout cela, donc cette lutte, ces résistances. Les Cévennes aussi et toutes ces vallées se sont de nombreuses fois encore souvent relevées et ont souvent encore résisté. Pour certains d'entre nous, pour garder des souvenirs pas trop lointains, vous savez aussi qu'ici nous avons lutté, nous sommes levés pour résister face à un barrage à l'abri qu'on voulait nous ériger, etc. Donc toutes les séries de luttes, et je peux vous donner aussi comme information, vous dire qu'ici même, dans ce cinéma, les 3, 4 et 5 avril prochains, c'est une invitation que je peux vous faire, aura lieu comme chaque année les rencontres du film documentaire Lutte et Résistance. Il y a une affiche donc en bas, vous verrez, et cette année, les luttes et résistances sont consacrées aux luttes internationales. Voilà donc bon accueil ici à Saint-Jean-du-Gard. J'espère que tout ce climat de résistance et de lutte sera favorable à tous les travaux. Oui, pardon, moi. Te présenter. Je peux me présenter, bon, je vais me présenter. En tout cas, seront favorables, tout cela sera favorable à effectivement tous les travaux de ce séminaire. Et c'est en tout cas ce que je vous souhaite. Alors maintenant de me présenter, je suis simplement ici que le local de l'ECAP, mais entre autres, effectivement, nous animons l'association Abraham Mazel. S'il y a des personnes qui veulent avoir des renseignements sur l'association Abraham Mazel, ça sera très, très volontiers. Voilà. Jacques Verseil, voilà, si vous voulez savoir c'est mon nom, voilà, il faut tout savoir. Je vois que tous sur les blogs, vous avez des pseudos, des machins comme ça, et moi, alors, mon numéro est dans l'annuaire, et puis on fait mon nom, enfin voilà. Bon, on a ton adresse sur tous les tracts. Vous avez son adresse sur tous les tracts. Voilà. D'accord. Bon, si ça vous fait plaisir. Non, le plus important, donc, c'est ça, c'est l'accueil qu'on pourrait avoir et souhaiter vraiment bon vent et bons travaux pour ce séminaire. Justement, je ne ferai pas de discours parce qu'il va y avoir donc cette plénière avec des séries de 3 interventions et ensuite Christian qui pourra donner toutes les informations pratiques en ce qui concerne donc ce séminaire. Vous verrez donc qu'il a été extrêmement bien préparé dans un objectif très particulier, je crois qu'il faut bien le dire, qui est celui d'arriver à des alternatives concrètes. Vous savez, vous connaissez l'historique, vous l'avez tous lu sur le site, je ne vais pas revenir de ce séminaire qui s'est fait à la suite des rencontres de Miremont, où des tas de pistes ont déjà été évoquées, ont déjà été menées, et je crois que l'objectif principal, c'est en tout cas ce qu'ont bien voulu les organisateurs, l'objectif principal de ce séminaire, c'est justement d'arriver à des alternatives concrètes. Toutes les interventions, toutes les contributions que vous avez pu faire sur le site ont déjà montré que c'est bien dans ce sens-là qu'on va travailler. Alors il y a beaucoup de choses. Je voudrais simplement indiquer aussi que le thème, évidemment, de ce séminaire s'inscrit dans une actualité tout à fait importante et débordante. On pourrait citer des milliers d'exemples, mais j'ai voulu simplement, nous avons voulu mettre en avant un petit peu, pour avoir en pensée peut-être tout au long aussi de ce séminaire, tout ce qui se passe aux Antilles. Et vous avez lu, je pense tous aussi, ce texte magnifique, qui est à votre disposition aussi, qui a été écrit par 9 intellectuels antillais.
je vous incite, si ce n'est fait, de le lire, si ça n'a pas été déjà fait, vous verrez qu'ils s'inscrivent aussi tout à fait dans la problématique de ce séminaire. Et tout au long de ce séminaire, vous aurez aussi à votre disposition une pétition, ou une forme, en tout cas, de manifestation de solidarité avec les Antilles et les Dom-Tom, qui a été préparée et qui circulera donc, tout au long de ce séminaire. Voilà, je ne vais pas faire davantage, simplement donc, pour dire donc, Sylvie Barbe va ensuite faire une petite présentation de ce qu'elle va pouvoir développer au cours de ce séminaire. Patrick Mignard fera de même, et Jean-Paul Lambert donc, terminera les premières interventions de cette plénière, de ce séminaire, avant que Christian Soun, qu'on peut quand même peut-être remercier grandement, parce que s'il a un petit peu des rides aujourd'hui, c'est pas qu'il a pris 3 ans d'âge, c'est qu'il a pris plusieurs nuits de veille et de travail. Merci. Auteur du blog Yurtao, la voix de la yourte. Donc vous m'avez demandé de présenter un petit peu le contexte dans lequel se déroule ce séminaire, et je vois que Jacques l'a déjà bien fait. Ouais, ok. Donc je ne vais pas revenir sur effectivement la tradition de résistance qu'il y a ici en Cévennes, sauf peut-être pour rappeler ce qui s'est passé à la Picharlerie cet été, l'été dernier. Donc la destruction au bulldozer d'un lieu de résistance historique qui était occupé par des jeunes que j'appelle moi des combattants de la liberté moderne, qui était occupé par des jeunes qui avaient retapé le four à pain et les bergeries, et qui vivaient là pour faire revivre la région, et qui ont été évacués avec perte et fracas. Et aussi dire que c'était le fait donc d'un pasteur, et que tout le monde a été très choqué dans la région, parce que effectivement ça n'allait pas tout à fait dans la continuité de l'histoire. Donc il y a aussi à la Borie, donc, qui a été abordé tout à l'heure, un lieu de résistance contre le barrage, qui est devenu donc un lieu d'expérimentation écologique et sociale, qui est aujourd'hui encore remis en question pour des logiques de rentabilité. Et donc il y a actuellement un couple d'apiculteurs qui résiste avec une yourte collective où il y a des projections culturelles et des débats toujours en cours. Et puis à l'autre bout des Cévennes, donc moi je me suis installée donc sur un terrain qui était abandonné, et sur lequel j'ai eu un droit d'usage légitime par une association qui s'occupait des toxicomanes auparavant. Et donc je me suis installée avec un camp de yourte, et aujourd'hui, 4 ans après cette installation, j'en suis à mon 2e procès, donc j'attends le résultat du référé expulsion la semaine prochaine. Donc j'en parlerai plus donc dans l'atelier sur les usages, parce que ce que je voudrais surtout souligner, c'est que ce combat sur les yourtes, c'est un combat extrêmement symbolique. D'une part parce que donc cet habitat est radicalement différent de tout ce qui a creusé, et même je peux dire faire exploser la bulle financière mondiale, à savoir que la crise des subprimes, je ne sais pas comment vous dites exactement, elle est intervenue parce que les gens voulaient avoir en Amérique des maisons à 250 mètres carrés au sol pour ranger ou garer tous leurs objets de consommation dont ils ne savaient plus quoi faire. Et pendant ce temps, nous, dans les Cévennes, nous sommes en train de développer un mode de vie, un style de vie totalement différent, léger, autonome, économe en énergie, qui remet en question totalement toute l'urbanisation occidentale. Donc je trouve que c'est très symbolique ce combat, parce qu'il prouve déjà qu'on peut aujourd'hui, en étant cohérent avec le passé, l'avenir et le présent, c'est-à-dire avec les traditions et avec la sauvegarde de la planète dans l'avenir, on est capable, en prenant quelques risques personnels, ça bien sûr, on est capable de remettre en question concrètement dans la vie quotidienne les usages qu'on essaye de nous faire croire religieusement impossible à faire autrement, c'est-à-dire les usages de la consommation.
Donc je parlerai de ce combat demain matin en atelier. Comme on a décidé, donc c'était un séminaire qui était basé essentiellement sur la concrétisation et la réalisation d'alternatives bien concrètes. Donc je parlerai aussi des terrains de vie sur lesquels nous avons des projets, c'est-à-dire que si on arrive à gagner la lutte juridique sur le camp de yourte actuel à Bessèges, le projet c'est donc d'en faire un terrain de vie, donc un terrain pour des habitats légers avec des investissements réversibles. Donc on travaille au corps avec la mairie, avec les élus locaux, etc. Et puis pour arriver à ça, donc on voudrait aussi mettre en place un festival d'étoiles, un festival des tentes. Et donc je ferai un appel pour toutes les personnes qui voudraient faire partie du comité d'organisation de ce festival qui, j'en suis absolument certaine, vu le succès actuellement et les demandes sur les yourtes, sur les tipis, enfin sur tous les habitats alternatifs, sera de toute façon un succès. Donc je fais appel à des bénévoles. Voilà. La Corse, les Alpes de Haute-Provence, l'Ariège, etc. Et j'estime que là, aujourd'hui, avec la crise, on va essayer de ne pas être trop pessimiste, mais de se dire, avec le philosophe Axel Honneth, qui, lui, soutient que les mouvements sociaux trouvent leur source, non pas simplement dans des conflits d'intérêts matériels, mais surtout dans l'expérience du déni de reconnaissance et du mépris social. Or, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, des réponses à la crise qui sont que arrogance et humiliation, quand c'est pas du tout de réponse. Donc, nous sommes persuadés aujourd'hui que le mouvement social qui réunit donc autant les autoconstructeurs que les féministes, que les désobéissants, que tous les gens qui se font expulser en ce moment de leur maison, tous les collectifs libertaires, tous les sans-voix, les sans-terre et les sans-papiers, nous sommes tous conscients que le néolibéralisme totalement exacerbé qui demande la liquidation financière totale amène essentiellement à la liquidation de la société. Et ça, donc, on est en plein désaccord. Et donc, je crois qu'il y a une prise de conscience actuellement qui est extrêmement profonde, qui fait que ce mouvement social est vraiment mûr, je pense, aujourd'hui, pour conduire toutes les habitudes qui sont en train de se transformer dans la vie quotidienne des gens. Et ça ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours de la décroissance est de moins en moins illuminé, je dirais. Voilà, donc il n'y a jamais eu sur la Terre autant de capacités d'invention, c'est-à-dire de gens qui sont en train de réfléchir en ce moment à la résolution des problèmes. Et donc, je suis vraiment optimiste sur les résultats de cette crise, dans le sens où tout le monde cherche à faire quelque chose de nouveau. Enfin, la majeure partie des gens qui sont en tout cas saisis par la crise vont trouver des solutions. Et puis dernièrement, la dernière chose positive que je trouve à la crise, c'est l'explosion de solidarité qu'on peut donc constater sur Internet, mais surtout aussi chez les jeunes. Et moi, ça me fait très chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de jeunes dans la rue et beaucoup de jeunes qui sont de plus en plus impliqués en politique, parce que je pense que évidemment, c'est eux qui ont cet avenir-là. Mais il n'y a jamais eu non plus autant de désir de solidarité dans le monde. Donc, ce sont des choses qui nous interpellent grandement pour nous faire aller de l'avant et pour trouver vraiment de nouvelles voies et pour prendre la place qui nous est due. C'est bien pour ça que je pense que ce séminaire, je souhaite et j'espère qu'il ne soit pas simplement de la parlotte, mais qu'il soit aussi, très fortement, des alternatives qui vont déboucher sur des réalités que nous pourrons partager plus tard, à l'occasion d'autres ateliers. Voilà. Voilà, donc je suis dans aucun mouvement, je suis ce qu'on peut appeler un électron libre. Alors moi je voudrais poser le problème de façon un peu différente. On va laisser 10 minutes alors que j'aurais souhaité avoir 2 heures, donc vous voyez je vais être obligé de résumer. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans les ateliers éventuellement. Je voudrais reposer le problème de l'alternative à un autre niveau, c'est au niveau de l'histoire. Je veux dire par là que toutes les expériences de changement ont échoué, toutes, sans exception. Aujourd'hui avec le recul de l'histoire on peut s'en rendre compte. Et qu'aujourd'hui on n'a pas d'alternative classique. C'est-à-dire que tous les modèles d'alternatives qui avaient été mis au point depuis le 19e siècle ont échoué.
Alors reste maintenant à voir comment se pose la question, je dirais, de la stratégie du changement. Alors l'essentiel de la stratégie du changement aujourd'hui, elle reste quand même à un niveau, je dirais, officiel. Ce qu'on pourrait appeler la gauche ou les gauches reste encore sur le vieux principe de on prend le pouvoir, on met des mecs bien à la tête des pouvoirs, des gens de gauche, des gens qui pensent bien, et à la suite de quoi on va pouvoir changer, et on va changer le système, on va pouvoir aller vers des lendemains qui chantent. C'est un peu, je crois qu'il ne faut pas, c'est là où je ne suis pas trop optimiste aujourd'hui, pas que je le suis à long terme, bien entendu, sinon je ne serais pas là. L'essentiel, je dirais, de la problématique qui pénètre un petit peu la conscience des gens, c'est celle-là. Il suffit de voir les gens qui participent aux élections, relativement massivement, qui montrent que on en est encore, je dirais, à cette manière de penser. Je pense qu'aujourd'hui, il faut reposer le problème de l'alternative dans sa problématique historique. Je m'explique. C'est pas simplement de manière esthétique qu'il faut poser le problème de l'alternative en disant on va être bien ensemble, si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, les gars, les filles, bien entendu, on pourrait aller vers des lendemains qui chantent, on pourrait aller vers une société nouvelle. Je pense que c'est pas suffisant. Il faut reposer le problème au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, que nous apprend l'histoire? L'histoire nous apprend qu'un système économique ne s'effondre que véritablement quand un autre système est prêt à prendre le relais. Si on regarde par exemple la manière dont la bourgeoisie commerçante a pris le pouvoir, alors on dit souvent, en particulier en France, on dit « Ah mais c'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 ». C'est pas vrai. Ça c'est une vision, je l'appellerais un peu une vision hollywoodienne de l'histoire. C'est-à-dire que le peuple était opprimé, il a pris conscience le 13 au soir, le 14 au matin il prend la Bastille, et le 15 au matin, ça y est, on est dans un système où il y a les droits de l'homme. Bon, ça c'est pas vrai. Ça c'est des histoires qu'on nous raconte. En fait, on se rend compte que la révolution de 1789 est d'abord, avant d'être le point de départ de quelque chose, est d'abord l'aboutissement de tout un processus. De quel processus? Très simplement, d'un processus en fait de mise en place de ce qu'on pourrait appeler un pouvoir alternatif qui est mis en place par une classe sociale qui est bien entendu la bourgeoisie commerçante. Et si vous regardez tout le Moyen-Âge, pendant tout le Moyen-Âge, vous avez c'est une partie de l'histoire qui est oblitérée souvent à l'école. Vous avez une opposition sourde entre les commerçants. On peut remonter au conflit entre Étienne Marcel, le prévôt des marchands, avec le roi de France. Mais vous avez une opposition sourde entre la bourgeoisie, qui est en train de s'implanter, qui est en train de devenir dominante en Europe. Alors en France, mais aussi en Angleterre, aussi en Allemagne, du moins ce qui sera plus tard l'Allemagne au XIXe siècle, en Italie, évidemment, dans les républiques italiennes, Venise, bon, Florence, etc. Et les pouvoirs qui sont des pouvoirs féodaux. Vous avez une opposition. Et au XVIIIe siècle, lorsqu'on arrive, je dirais, au XVIIIe siècle, vous avez une espèce de renversement au niveau des pouvoirs, du moins du pouvoir économique, qui fait qu'au XVIIIe siècle, ceux qui ont véritablement le pouvoir économique, ce ne sont plus les féodaux, c'est la bourgeoisie qui a le pouvoir économique. Et ce qu'elle va demander, et c'est là où il va y avoir un clivage, ce qu'elle va demander en particulier en France, au moment des États généraux de 1789, elle va dire, alors je résume, elle ne le dit pas comme ça, mais ce que ça veut dire, on a le pouvoir économique, on pourrait d'ailleurs qu'elle finance souvent d'ailleurs les féodaux, les rois. Necker, par exemple, qui va être ministre de Louis XVI, est un représentant de cette bourgeoisie. Bon. Donc vous voyez, même à ce moment-là, je dirais que les féodaux font appel effectivement à cette classe bourgeoise. Et à ce moment-là, elle va dire on a le pouvoir économique, on veut le pouvoir politique. Ou au moins on veut partager le pouvoir politique. Et c'est là qu'il va y avoir effectivement un clash. Et le clash va faire que cette bourgeoisie, que ce soit en Angleterre, dans des modalités différentes, que ce soit en France, cette bourgeoisie va prendre le pouvoir et elle va le garder. Même au XIXe siècle, avec la Restauration, ça dit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on veut revenir en arrière. Même avec la Restauration n'aboutira pas à un retour à l'ancien régime. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie est dans ce que j'appellerais
dans le sens de l'histoire. Elle a réussi à mettre en place un système alternatif qui a décomposé, qui a pourri, qui a rendu déliquescent le système féodal. Et à ce moment-là, elle va asseoir son pouvoir. Donc vous voyez, je dirais, la notion d'alternative, on ne disait pas les termes alternatifs éventuellement, est une notion qui est quand même fondamentale. Alors, vous allez me dire, bon, mais pourquoi tu racontes tout ça? Ben justement, tirons les leçons de l'histoire. Tirons les leçons de l'histoire. Et regardons ce qui s'est passé au XXe siècle. Au XXe siècle, une des grandes révolutions qui se passe au XXe siècle, c'est la révolution bolchevique de 1917. Renversement du capitalisme, instauration du socialisme, etc. 3 générations plus tard, il n'y a plus rien. On est à un retour au capitalisme. Alors la question qui peut se poser, c'est comment en est-on arrivé à un truc pareil? Alors, si on décompose la révolution russe de 1917, après on pourrait décomposer la révolution chinoise de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prise de pouvoir, qui est une prise de pouvoir putschiste, qui est extrêmement bien menée sur un plan militaire, c'est remarquablement bien mené par Lénine, Trotsky, etc. Mais le soubassement, je dirais, alternatif du système en gestation n'existe pas. On est dans un pays qui a domination paysanne, avec une classe ouvrière quasiment inculte, avec aucune alternative qui est véritablement concrète. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que ce système-là va effectivement dégénérer. C'est-à-dire que, ce que j'expliquais, 3 générations plus tard, ben, il a complètement disparu. Il a complètement disparu, et tous les modèles qui existent aujourd'hui sont des modèles qui sont, alors, pas de façon violente, mais de façon, je dirais, électorale, basée là-dessus. C'est-à-dire, prenons le pouvoir, et une fois qu'on aura le pouvoir, on pourra changer le système. Ça, je pense que c'est fondamentalement faux. Alors, comment il faut poser le problème? Je crois qu'il faut le poser comme le pose l'histoire. C'est-à-dire, essayons de mettre en place un système alternatif, qui permette à la fois de se couler dans la décomposition du système marchand, ce qui est le cas aujourd'hui. Je dirais que les structures alternatives qui apparaissent aujourd'hui ne sont pas simplement que des constructions intellectuelles de gens qui disent « tiens, si on pouvait faire ça ». Il y a aussi, et essentiellement, le fait que ce système ne me permet plus de vivre, ne me permet plus de m'intégrer, ne me permet plus d'exister, perd son sens par rapport à moi. Je m'en vais essayer de mettre en place quelque chose dans lequel je serai bien, dans lequel je serai reconnu. Et à partir de ce moment-là, vont se mettre en place des structures qui sont des structures qui vont correspondre à un certain nombre de besoins. Je crois qu'au départ, c'est effectivement ça. Et alors l'intérêt justement des structures alternatives, il est double. Le premier, c'est d'être la concrétisation de la décomposition du système marchand. Le système marchand ne correspond plus aux besoins des individus, et en particulier aujourd'hui on le voit. Par exemple, alors là aussi on pourrait le développer, par exemple au concept d'exploitation, oui 10 minutes je sais, au concept d'exploitation a succédé le système d'exclusion. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui ne trouvent plus de sens effectivement dans ce système. Et la deuxième chose, c'est que ce système alternatif permet effectivement de dire autre chose est possible. On peut fonctionner d'une autre manière. Et c'est en ce sens, je crois, que et je terminerai là-dessus, toute la stratégie politique, au sens noble du terme, devrait effectivement avoir comme colonne vertébrale la mise en place d'un système alternatif, avec des alternatives qui se développent, avec une fédération des différentes alternatives qui sont en train de se développer, et à partir de là, on peut poser le problème d'un monde nouveau et d'un monde qui fonctionnerait de façon différente par rapport au système marchand. C'est pour ça que je crois que les travaux que nous faisons aujourd'hui sont, moi je pense, pas importants, fondamentaux et essentiels. Qui c'est qui fait le... Il y a quelqu'un qui fait le contrôle de temps là, dans la salle? Je l'ai dépassé de 2 minutes. Jean-Paul. À l'affiche de ce séminaire figure le mot, le gros mot, de capitalisme et l'idée d'alternative pour s'en débarrasser. Christian m'a demandé d'introduire. Il sait que je ne mâche pas mes mots. Cette fois, je vais employer une image. Les poissons trouvent leur oxygène dans l'eau. Les mammifères, les oiseaux, ils le trouvent dans l'air. Le capitalisme, lui, il trouve son oxygène dans les profits monétaires. Vous avez compris?
Quiconque se déclare aujourd'hui anticapitaliste, il ment grossièrement, ou il se prépare à être victime de n'importe quel démagogue qui se dira anticapitaliste, mais dont l'anticapitalisme continuera d'oxygéner l'économie, la société, en faisant des profits monétaires. Cet oxygène, l'oxygène des profits monétaires, il est aujourd'hui redistribué dans différents tuyaux. Je vous le rappelle, il est d'abord produit par les entreprises qui en redistribuent une partie sous forme d'intérêts versés aux banquiers, sous forme de dividendes versés à leurs actionnaires. Elles en redistribuent une autre partie sous forme d'investissement et puis, et là ça nous intéresse directement, elles les redistribuent sous forme de taxes et d'impôts et sous forme d'emplois. Les taxes et les impôts, c'est l'oxygène d'État. L'État qui redistribue son oxygène dans le service public. Mais quand l'oxygène commence à manquer, quand la croissance ralentit, son service public, il le privatise, il compte à ce moment-là sur les entreprises privées pour l'assurer, et elles ne peuvent le faire, vous savez, qu'en faisant passer les banquiers et les actionnaires d'abord, et dans le service public, les entreprises privées injectent donc encore moins d'oxygène que l'État. Les emplois, c'est l'oxygène des usagers, des clampins de base, qui le redistribue en consommant, en payant des impôts et des taxes, et ça fait retour aux deux redistributeurs précédents, les entreprises et l'État. Et quand il manque d'oxygène, les usagers, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans la rue, où ils en cherchent dans des alternatives en marge du système. La description que je viens de faire, elle est sommaire, mais elle vous explique pourquoi tous les partis, une fois au pouvoir, tous, ils sont obligés de gérer ce système par deux moyens. D'abord, en caressant les entreprises dans le sens de profits monétaires supérieurs, ensuite en faisant des économies sur le service public. Une fois élus, nos gouvernants ne peuvent rien faire d'autre, que travailler au retour de la croissance des profits monétaires. Cette croissance monétaire qui est la vraie responsable des dégâts sociaux et écologiques, une croissance monétaire dont beaucoup qui objectent à la croissance des dépenses matérielles espèrent pouvoir s'arranger, ce qui constitue une écotartufferie de première grandeur. Cette description que je vous ai faite, elle évite aussi d'alimenter un climat de haine stérile contre les entrepreneurs, car ce n'est pas en les accusant, ces entrepreneurs, qu'on changera les obligations auxquelles ils sont tenus. Ce n'est pas non plus en moralisant le système, en jugulant la spéculation, en fermant les paradis fiscaux, en raccourcissant l'échelle des salaires, ce n'est pas en versant quelques gouttes de moraline dans le système qu'on en finira avec la guerre économique, ni qu'on donnera à tous l'accès qu'ils ont droit, légitimement droit, aux richesses créées par leur travail. Toutes les manifestations actuelles, il faut oser le dire, sont des espèces de scènes de ménage. Le moment est venu de nous séparer, de diverger, de divorcer du capitalisme. Et ce divorce ne peut en faire un vrai qu'en abolissant la dépendance dans laquelle nous tient l'obligation de faire des profits monétaires croissants. Vous connaissez Tina, c'est pas la femme de Tino, c'est les 4 premières lettres de l'anglais « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. C'est absolument faux. On en connaît aujourd'hui 2. Il y a au moins déjà 2 alternatives. 2 alternatives qui ont pour projet d'abolir les profits monétaires. 2 ateliers sont prévus pour vous expliquer comment on fait, soit en se servant d'une monnaie non accumulable, soit en abolissant l'usage même de la monnaie. Si je les cite, ces alternatives-là, ce n'est pas parce que nous avons avec des amis l'intention de les défendre, pour vous convaincre de venir assister en masse à leur illustration, c'est parce que pour bien commencer ce séminaire, il faut absolument distinguer entre des alternatives au capitalisme, des vraies, de portée générale, comme celle que je viens d'évoquer. Il faut distinguer entre celles-là, sans lesquelles il n'y a pas d'anticapitalisme qui tienne, et puis celles qui peuvent déjà se développer dans le système actuel en attendant, et qui ne sont pas toutes de nature anticapitaliste. Économiser l'eau, la viande, l'auto, ça vaut dans n'importe quelle économie. S'organiser en coopérative, les AMAP, les SEL, l'économie solidaire, on peut déjà le faire, bravo,
mais il arrive un moment où, vous savez comme moi, que ça bute contre les lois du système. Ces deux types d'alternatives, la crise actuelle et ce séminaire tout particulièrement, nous donne l'occasion de les faire se rencontrer, de se féconder mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de penser l'alternative globale dans l'abstrait, comme le pas qu'il faut absolument franchir pour sortir du système, un peu comme Newton a pensé l'attraction universelle, et Einstein la relativité, mais ça veut dire aussi qu'on arrête de penser qu'une alternative plus une autre, plus une autre, plus une autre, ça va finir par faire un tout. Vive les alternatives, mais leur multiplication, c'est comme l'eau qui chauffe. Quand elle se met à bouillir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on arrête de faire de la pensée alternative une pensée tiède. On pense les alternatives dans un cadre où elles pourront s'épanouir librement, dans un cadre où elles vont enfin bouillir. Où on les pense dans une économie sans profit monétaire, où les usagers auront la maîtrise de leurs usages. On fait, au moins en pensée, l'expérience de ces alternatives dans une économie sans profit monétaire. Dans une économie comme celle-là, quelle tête est-ce qu'elles vont avoir? Posez-vous la question. De nos usages, pouvons-nous avoir la maîtrise dans une économie, une société où tout ce que nous consommons et produisons, notre situation à l'échelle sociale, nos initiatives, nos désirs les plus secrets, nos alternatives, tout ça, c'est dicté par l'argent ou ça doit ruser avec lui? La réponse est évidemment que non. Dans cette économie-là, les alternatives les plus séduisantes ne feront jamais que des mesures de réparation ou d'attente. Dès qu'on a commencé à parler de décroissance, j'ai prévenu, et je me suis fait beaucoup d'ennemis, j'ai dit, si vous faites objection à la croissance, à voir que ces méfaits, ils sont dus avant tout à la croissance des profits monétaires, vous serez les prochains cocus de l'histoire économique. Cocus, c'est ce qui nous arrive, car l'histoire économique, elle nous trompe déjà, et même beaucoup. Ce n'est pas la faute des objecteurs de croissance si la croissance est devenue nulle et même négative. Cette victoire-là, ils la cherchaient, et maintenant, elle nous embête plutôt. Qu'est-ce que nous avons à objecter quand nous voyons de quel côté lorgnent aujourd'hui les grandes entreprises, et les petites aussi, pour faire repartir la croissance des profits? Qui s'intéresse aujourd'hui le plus à nos slogans pour y trouver des arguments de vente? Les gens, comme on dit, ils commencent à faire attention, ils versent quelques gouttes de moraline dans les conteneurs en triant leurs déchets. Les commerciaux sont déjà en train de surfer là-dessus pour leur vendre des produits décroissants. Mais même s'il se met au vert, le capitalisme conservera tous les défauts du capitalisme. Il développera des produits pour des clientèles ciblées. Il démocratisera le bio et le non polluant en commençant par les riches. Il inventera des produits décroissants complètement bidons. Et si ça revient moins cher de les produire ailleurs, il délocalisera aussi. Il pillera les pays capables d'exporter bio et les peuples n'auront toujours pas le droit de se nourrir eux-mêmes. Leur vie dépendra des cours du marché et des coups de bourse. Ce n'est plus un secret pour personne, la prochaine bulle, elle sera verte. En évoquant ce qu'elle faire, ce matin, une dame m'a rétorqué, oui, bon, peut-être, mais en attendant qu'elle éclate, la bulle, on aura un peu épargné la planète. Je lui ai répondu, si vous acceptez ça, qu'est-ce que vous attendez d'un séminaire anticapitaliste? Vous attendez de venir y acheter une fiole de moraline. Des fioles de moraline natent de toutes fraîches au MEDEF, chez Sarko et à gauche, et à l'extrême gauche aussi. Attention, des clients comme cette dame, animés des meilleures intentions, ce n'est pas rare. À nous de les convaincre que l'urgence aujourd'hui, c'est d'éviter la bulle verte, c'est d'éviter une révolution verte qui reviendra au point de départ avec une planète et des usagers encore plus amochés, des usagers qui auront encore moins qu'avant la maîtrise de leurs usages et devront la confier à un parti libéral écolo-totalitaire. L'urgence, c'est de développer encore les alternatives que nous avons en tête dans le cadre d'une alternative vraie au capitalisme. Dans ce cadre-là, on n'a plus à gérer les ressources disponibles en se demandant combien elles coûtent. Si elles existent, ce n'est pas parce qu'elles ont un prix marqué dessus. Leur existence, pas plus que la nôtre, pas plus qu'aucun de nos projets, ne doit plus dépendre du prix qu'il faut payer.
On utilise les ressources humaines comme les autres, pour faire du bonheur, de la solidarité, pas de la guerre, pas du profit monétaire. Grâce à la rigueur des intervenants, nous n'avons que 10 minutes de retard. Donc je vais essayer de raccourcir mon intervention technique. Oui, oui, donc nous allons, à l'issue de cette plénière, passer dans les ateliers. Au préalable. Comment? On ne peut pas du tout intervenir? Non, dans les ateliers. Donc, on a délibérément choisi le fonctionnement en atelier parce que nous pensons que c'est en petits groupes, sur une thématique précise, qu'on peut aller le plus loin au fond des idées, partager le mieux possible entre les personnes qui sont présentes et aboutir à un certain nombre de propositions, de projets. Et aboutir à un certain nombre de propositions. L'objectif de ce séminaire, il est double. Il est de lancer des pistes de réflexion et de thèmes à approfondir. Nous souhaiterions qu'à l'issue des 2 jours, les groupes de travail, les 3 groupes disent on a pensé que ces 2-3 questions mériteraient d'être approfondies et ce groupe propose de mettre en place une continuation de cet atelier pour qu'elle soit approfondie, y compris en réalisant ultérieurement d'autres rencontres beaucoup plus ciblées. L'autre objectif, et c'est particulièrement la matinée de dimanche matin, sera d'aboutir à des alternatives concrètes à mettre en place. Essayer de dégager 2 ou 3 pistes d'alternatives concrètes à mettre en place localement, le grand local, ou éventuellement à travers des réseaux à une échelle plus grande. Ça sera le travail, le groupe décidera cet aspect-là. Nous avons demandé que dans les ateliers, la réflexion sur les alternatives et comment les mettre en place s'accompagne d'une réflexion sur quelle organisation sociale est nécessaire pour que cette alternative au capitalisme se mette en place. Et quand nous parlons organisation sociale, c'est pour engager le débat sur un autre modèle d'organisation de la société qui ne soit pas celui qu'on vit aujourd'hui avec la division du travail, etc. etc. Donc la démocratie représentative, l'organisation pyramidale, la centralisation, enfin toutes ces réflexions-là, nous aimerions que la réflexion sur les fondamentaux des alternatives s'accompagne d'une réflexion également sur quelle organisation sociale pour les mettre en place. Vous avez compris, si vous avez attentivement lu l'invitation au séminaire, que nous faisons une réflexion qui veut se situer délibérément hors du champ néo-keynésien, hors du champ néolibéral, hors du champ social-libéral, mais hors du champ aussi social-démocrate traditionnel, qu'on appelle néo-keynésien. Pour nous, le néo-keynésien commence à la gauche de la gauche. Donc, nous essaierons que les ateliers ne soient pas un débat entre les principes keynésiens de répartition, de redistribution et de régulation, mais qui soient des vraies alternatives qui sortent du modèle social, du modèle économique et du modèle politique qu'on nous a imposé depuis, ce qu'a dit Patrick, depuis que la gauche émet des hypothèses d'alternatives. Donc, nous souhaiterions que nous n'ayez pas un débat, c'est-à-dire perdre du temps à s'opposer à la réflexion keynésienne. Nous voulons que vous acceptiez d'en sortir dans les hypothèses qui soient mises en place. Ce qui veut dire qu'il y aura entre nous plus que des nuances.
sans doute de grandes différences d'appréciation. Et nous avons l'habitude, on rencontre des objecteurs de croissance, l'une des composantes qui a lancé cet atelier, d'avoir ce type de débat sans invective, sans rejet, en acceptant d'écouter l'autre et de lui répondre, et non pas en uniquement s'entendant soi-même dire ce qu'on a envie de dire. Et comme parmi les objecteurs de croissance divers et variés qui sont dans cette salle, nous avons déjà des débats souvent très forts, nous avons l'habitude de modérer notre façon de répondre et d'accepter l'autre, d'accepter et modérer la façon de répondre. Donc nous vous proposons, dans chaque atelier, nous avons proposé 2 modérateurs, modératrices, qui seront chargés d'empêcher des prises de parole abusives, parfois trop longues, qui lassent, y compris ceux qui sont intéressés, mais également qui permettent à tous de pouvoir aller jusqu'au bout de sa pensée. Donc nous avons respect de l'autre, mais aussi respect de la pensée de l'autre en lui permettant d'aller jusqu'au bout. Donc ça, je pense que les modérateurs et modératrices qui ont une petite habitude sauront le faire. En tout cas, au bout du compte, nous souhaiterions que dans la synthèse que nous aurons dimanche après-midi, non seulement on pourra dire que ce sera bien passé, mais qu'en plus, il y a eu une élaboration collective qui a pu se mettre en place pendant ces 2 jours. Alors, je vais terminer par les problèmes très pratiques. Pour manger, nous ne mangeons pas sur place pour des raisons techniques, nous allons manger à l'espace Poland qui est en face de la gare, un peu plus loin, environ 5 minutes à pied. Ce qui veut dire qu'il faudra, pour ceux qui connaissent, emmèner ceux qui ne connaissent pas. Pour se loger, nous n'avons pas une unité de lieu, malheureusement. Ce que nous pensons que pour les prochaines rencontres, nous réaliserons, parce que c'est beaucoup trop compliqué, cette dispersion des lieux. Et on lui montrera où c'est. L'autre lieu est un peu plus loin, à 9 km. Les autres qui se sont inscrits pour dormir la nuit prochaine devront aller à ce lieu. Donc il faudra qu'on fasse à midi, on fera un petit point pour vous expliquer qu'on regroupera ceux qui sont au chalet et ceux qui sont au gîte. Voilà pour les hébergements. Pour le repas, rien se mettre aux mêmes tables. Sinon, ce n'est pas un service à l'assiette, il n'y a pas de soubrette, ça va être un service collectif. Donc il y aura des tables où il y aura du plat végétarien et d'autres il n'y aura pas des plats végétariens. Donc vous imaginez donc qu'il serait bon pour le service de vous regrouper. Donc par table. Je précise quand même, et tout à l'heure on a fait des remerciements, que l'équipe qui s'occupe de la nourriture, elle ne pourra pas assister au séminaire. C'est déjà pour eux une certaine frustration. Et c'est pas pour avoir en face d'eux des clients, c'est pour avoir en face d'eux des coopérateurs. Donc vous comprendrez que cette équipe non seulement se frustre, mais en plus aimerait avoir rencontré à l'occasion des gens qui partagent avec eux le moment du repas. Donc ils ne sont pas à votre service, ils sont au service du groupe et ils travaillent pour le groupe et nous espérons que ça se continuera et nous en remercions. Et beaucoup plus que peut-être que moi qui suis là aujourd'hui. Dernière chose, donc les ateliers. Nous essayons de tenir le timing. On a prévu une petite séance d'atelier avant le repas qui sera pour 13 h pour que nous puissions d'abord lancer les ateliers, présenter les modérateurs et voir comment, s'il y a des prises de notes, comment elles se font, et également une première intervention. On avait 30 contributions. Heureusement, tous les contributeurs ne sont pas là. Donc, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont là. Donc il nous faudra répartir les contributions sur les 2 jours. Donc il est nécessaire de commencer dès midi, d'avoir une première contribution de mise en route des ateliers. Donc on commence des contributions les plus généralistes par atelier pour aller aux contributions les plus
propositions. Donc je précise que demain matin, il y a au moins, dans 2 ateliers, 2 propositions très pratiques qui seront faites. L'un sur l'atelier usage, où on discutera de cette notion terrain de vie pour le droit d'usage contre le droit de propriété. Et donc l'autre proposition au niveau des monnaies sur la mise en place dans une vallée cévenole, une monnaie locale. Il est possible que l'atelier travaille également, mais disons que tout ça c'est demain matin. Donc ce qui fait que demain matin, on aura les interventions plus spécifiques sur les propositions pratiques. Il peut qu'il y en ait d'autres qui émergent des ateliers, et donc je vous propose de les conduire jusqu'au dimanche matin. Dimanche après-midi, nous ferons une synthèse et nous essaierons de voir ensemble les suites à donner de notre rencontre. Donc demain, il y aura une synthèse et il y aura un débat dans la salle, mais parce qu'il y aura un débat qui aura été préparé par ce que vous aurez fait dans les ateliers. Donc je vais vous donner maintenant les listes des endroits des ateliers et je vais vous demander de vous y rendre en y ayant, j'espère, déjà réfléchi où vous voulez aller pour éviter de perdre trop de temps. L'atelier monnaie et différentes définanciarisations aura lieu ici. L'atelier monnaie, c'est ici. Tout ce qui concerne la monnaie, c'est ici. L'atelier travail, revenus et salariat, qui inclut. Donc, quand vous serez dans un atelier, vous ne parlerez pas pendant 3 jours de revenu universel ou pas pendant 3 jours des yurts. Il y a un domaine très large déjà. On peut éventuellement changer d'atelier parce que vous restez des humains libres. Néanmoins, c'est vrai que l'objectif, c'est que se forme un groupe qui arrive avec des propositions qu'ils soumettent voilà, donc les ateliers fonctionnent en continuité avec ceux qui veulent y travailler en continuité, évidemment.